vous toutes et tous. Nous sommes vraiment très très heureux de votre présence cet après-midi pour ce que nous considérons comme un véritable événement, qui est la sortie de ce numéro consacré à la présentation et la traduction de 7 poétesses arabes contemporaines. Alors autour de moi cet après-midi, Camille Bloomfield, donc moi-même Tiffaine Samoyo, Choki Abdelamir, Mohamed Kassimi, Claude Mouchard, et va nous rejoindre pour des lectures également Claire Polian, et puis une surprise aussi, vous verrez par Zoom dans un instant. Donc ce numéro de poésie, c'est le numéro donc 193 de la revue, est intitulé « Mon corps, mon poème ». Il est dédié, je le disais à l'instant, à la présentation de 7 poétesses de langue arabe, et ce dossier a été préparé par le poète et membre du comité de la revue, Choki Abdelamir, auquel nous allons largement laisser la parole dans quelques instants, ainsi qu'aux poétesses traduites dans ce numéro par l'écrivain Mohamed Kassimi, avec lequel nous nous entretiendrons également et que je présenterai plus avant tout à l'heure. Il a régulièrement traduit pour la revue, et notamment les 10 poétesses palestiniennes que nous avions publié dans le numéro 189 et que nous avions fait entendre ici même il y a quelques mois. Et vous vous souvenez peut-être, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient parmi nous à ce moment-là, en 2024, de l'extraordinaire prise de parole de Nida Younis, qui était intervenue en Zoom depuis Ramallah dans la salle de la Maison de la Poésie. Et Nida Younis devait nous rejoindre encore une nouvelle fois aujourd'hui, mais elle nous a prévenu ce matin qu'elle avait eu un deuil dans sa famille et qu'elle était dans l'incapacité de se connecter pour la séance. Nous la saluons de loin, de tout cœur avec elle, et nous ferons entendre tout à l'heure, Camille et moi et Mohamed en arabe, certains de ses poèmes. Mouna Wafik, Maroc. Lamia Makedem, Tunisie. Reda Ahmad, Égypte, Violette Abou Jalad, Liban, Nida Younis, Palestine, Rama Warbe, Syrie, Afia Al-Sadi, Irak. Ces 7 poétesses ont en commun d'ouvrir la langue à un sujet inconnu d'elles jusqu'ici, inconnu de la langue, le corps des femmes en tant que mon corps, et non pas en tant que son corps. Leur corps n'est plus un objet dépeint, parfois exalté par une poésie essentiellement masculine, mais leur corps est le sujet du poème, c'est-à-dire le lieu depuis lequel le poème s'énonce. Il est aussi évidemment du coup le corps désirant et non plus le corps désiré, qui peut s'exprimer, vous allez l'entendre, de façon parfois très crue dans ces pages. Au commencement était le baiser, écrit Reda Ahmed. On le comprend puisque le baiser a lieu précisément au lieu même où naissent en même temps l'amour et la parole, avec et dans la langue. La parole et le baiser ont cela en partage. Violette Abou Jalad écrit « Chaque baiser est un monde indépendant. La soustraction est une erreur existentielle. » Dans cette naissance commune, la langue est à la fois donc organe et capacité. C'est tout l'espace de l'expression qui, dans ce lieu, s'ouvre. La puissance de ces poèmes vient donc de leur exacte performativité. La langue invente le sujet qui la parle. La langue invente le sujet qui la parle. Je cite maintenant Nida Younis, la femme qui s'est penchée pour murmurer son secret à l'eau, est tombée dans la langue. C'est ainsi que la langue n'est plus jamais la même. On n'écrit jamais dans le même fleuve, pourrait-on dire autrement. Tu sembles résister à la traduction, dit encore Nida Younis. Lamia Makedem décrit ainsi la difficulté du combat. Je la cite, « Dans sa bataille, le corps a appris les langues, d'abord pour parler à ses membres, puis pour réconcilier la matière en lui. Il a parlé à sa main dans une langue, à son pied dans une autre, à son œil dans une autre encore, et il s'est adressé au cœur avec un mélange de savoirs complexes.
Son seul désir était de briser la pierre dans ses yeux et de se sentir de l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement la langue qui renacle à accueillir ce corps jusque-là inédit, c'est évidemment toute la société. Certains de ces poèmes ont été interdits ou censurés. Le recueil de Mona Wafik, Vanille brune, a été interdit en Jordanie où son éditeur a été poursuivi. Ce sont ces poèmes qui ouvrent le numéro 193 de la revue. Vous allez l'entendre, ils sont osés, impertinents, brûlants. Ils évoquent un sexe joyeux ou dévorant et sont inaugurés aussi par une ode au baiser. C'est donc un dossier exceptionnel, vous allez l'entendre, qui fait se lever des voix émancipées, transgressives, modernes. Ce sont des poèmes de résistance qui résonnent aussi des voix de toutes les femmes qui font entendre leur opposition et leur révolte dans les guerres et les catastrophes les plus actuelles, en Syrie, en Iran depuis d'autres langues, à Gaza. Sur l'écran, ici, devant vous, une image qui apparaît en couverture du numéro. Elle est issue d'un projet photographique de Caroline Pelletti-Victor intitulé « Le point aveugle ». Ce travail donne à voir l'isolement des femmes dans des trajectoires qui ont été marquées par des violences nombreuses, parfois diffuses, parfois visibles, au sein d'un système patriarcal. Il met en lumière la nécessité de sortir de cette solitude pour faire place à l'amitié, à la sororité, comme espace de reconnaissance, de résistance ou de réparation. Il nous a paru, ce travail, ou l'extrait de ce travail, illustrer parfaitement la rencontre de ces poétesses, l'imprévisibilité de cette rencontre et de leurs liens en poésie, tous les échos que l'on peut retrouver entre elles, qui écrivent depuis des territoires parfois éloignés et souvent diasporiques. Avant d'entamer le dialogue avec Chokhi, j'aimerais lire les mots que nous a adressés Violette Abou Jalad depuis le Liban. Elle devait, elle aussi, comme Nida Younis, être présente par Zoom aujourd'hui. Et elle aussi vit une expérience familiale douloureuse, mais elle avait préparé quelques mots à notre intention. Et dans le message qu'elle nous a envoyé ce matin, elle écrit « Si quelqu'un de vous pouvait avoir la gentillesse de les lire en mon nom, ce serait pour moi un grand honneur, avec toute ma gratitude et ma tendresse. » C'est donc un honneur pour moi de lire les mots qu'elle nous avait destinés. Les voici, à propos justement du titre du numéro « Mon corps, mon poème ». Je la cite donc, je la lis plutôt. « Le corps ne constitue pas mes frontières. C'est mon espace de révélation. Quand je l'écris, je résiste et je me réapproprie ma langue première, celle qui palpitait au-delà des mots. La liberté se révèle par son effleurement. Dans chaque poème, c'est la résurrection du corps, non pour se faire voir, mais pour nous faire entendre sa douleur comme une force d'existence. La résistance commence par le corps lorsqu'il se fait parole, et lorsque cette parole devient un souffle qui renouvelle le monde. Quand le monde somnole dans les entrailles de la langue, le corps entr'ouvre son troisième œil. Il ne s'exprime pas, il est obsédé par ses obsessions. Le poème est ce qui suinte de ce corps, comme la rosée d'un ancien secret qui ne se révèle qu'enseignant. Violette Abou Jalad, et elle ajoute, en guise de post-scriptum, « Je serai présente autrement, par le souffle du poème ». Donc, je veux donner maintenant la parole donc, à l'artiste, l'artisan, mais l'artiste de ce numéro, donc Chokhi Abdelamir. Est-ce que tu peux me rendre mes questions ? Oui. Merci Chokhi. Donc, Chokhi qui est poète, comme je le disais, qui est l'auteur de très nombreux recueils, qui est né, peut-être faut-il le dire, en Irak. Oui. Hein,
qui vit en France depuis longtemps, qui est aujourd'hui aussi directeur de l'Institut du monde arabe. Et la première question que je voudrais lui poser est qu'il partage un petit peu avec nous l'expérience de la constitution de ce numéro. Comment t'est venue l'idée de ce numéro? Comment surtout as-tu choisi de rassembler ces 7 poétesses? Et comment leurs poèmes te sont-ils arrivés? Selon quelle temporalité? Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser un peu cela? Ben oui, merci d'être venus si nombreux. Écoutez, la réponse est simple. D'abord, pour moi, le titre Mon corps, mon poème, ça m'a été inspiré directement par cette Iranienne, je crois, vous vous rappelez, il y a 1 an, harcelée par les services d'ordre parce qu'elle ne portait pas le voile. Et sa réponse a été quoi? C'est de se déshabiller sur le parvis devant l'université du Téhéran pour aller se balader en sous-vêtements. Voilà, pour moi, c'est un poème en performance pour dire mon corps, mon poème. C'est ça, la poésie, quand il est à vif, quand le mot disparaît devant un cri qui soit aussi important, aussi, vous pouvez imaginer devant le parvis de l'université à Téhéran, une jeune belle fille se déshabille pour dire voilà, vous voulez que je dévoile? Voilà, moi, je voulais que je mette le voile, moi je me déshabille. Eh bien, c'était ça la source pour moi de penser qu'il y a surtout parmi les poétesses arabes modernes aujourd'hui, il y en a qui traduisent cet acte en mots dans les poèmes. Les poèmes que vous allez entendre, pour moi, c'est une traduction, c'est une inspiration directe ou une autre façon de refaire cet acte dans les mots. C'est mon corps, mon poème. Est-ce que tu les connaissais déjà? Tu avais l'occasion de les entendre, de les inviter, comment est-ce que tu as constitué le groupe? Est-ce qu'elles se connaissent entre elles ou pas du tout? Oui, moi je les connaissais toutes. Certaines, j'ai même suivi leur évolution, comme Nida Younis, j'ai suivi son évolution poétique. D'autres, je les connais en personne. Parce que aussi, avant que je sois ici à Paris pour occuper ce poste, je dirigeais une revue littéraire qui s'appelait Bayna Nahrain, la Mésopotamie, et aussi parce que je recevais souvent les poèmes pour être publiés dans la revue. C'est comme ça que j'ai pu faire une idée assez générale de ces poétesses arabes. Enfin, j'ai choisi 7. Enfin, c'est vrai que j'aime ce chiffre, mais j'aurais pu choisir 9 ou 12, ou il y en a beaucoup, mais j'ai choisi 7 représentatives aussi, une Libanaise, une Palestinienne, une Égyptienne, une Marocaine, Irakienne, etc., Tunisienne, assez pour couvrir un peu le monde arabe, mais sincèrement, j'aurais pu choisir 20. C'est un choix aussi que nous faisons dans la revue, de faire entendre beaucoup de poèmes de la même autrice ou de la même poétesse ou du même poète, et de pas seulement publier 20 petits extraits, parce que ça permet de rentrer aussi dans l'œuvre de chacune et de prendre du temps avec chacune. Et ça, je pense que c'est aussi une force du numéro. Alors, tu fais précéder la présentation de chaque poétesse qui est faite par Mohamed, on en parlera tout à l'heure, d'un long texte précisément intitulé « Mon corps, mon poème ». Et tu écris dans ce texte « Ces voix constituent aujourd'hui l'avant-garde la plus audacieuse de la littérature arabe, transcendant l'héritage masculin qui les précède. » Et tu écris « Leur victoire est double, elle libère un corps longtemps opprimé et interdit pour en faire un espace de création et d'émancipation. Cette affirmation du corps féminin répond à 15 siècles de domination culturelle et religieuse, si l'on prend pour point de repère l'avènement de l'islam. » Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus? C'est une révolution aussi dans la poésie tout entière, c'est pas simplement dans la poésie des femmes. Tout à fait. Pour moi, ces poétesses font en quelque sorte une révolution double, peut-être triple tranchant.
La première, d'abord, elle procède pas par ce qu'on connaissait de la révolution sociétale ou idéologique ou marxiste ou toutes ces idéologies que le monde arabe a connues. Mais non. Alors elle passe outre de tout ça. Leur revendication, c'est mon corps. Gifle à toute cette idéologie que le monde arabe a traversée dans le sang. Vous le savez. Elles passent outre. Elles disent, oui, mais nous, c'est à travers notre corps qu'on doit faire face à cette société archaïque masculine. C'est numéro 1. Numéro 2, tout le débat autour de la tradition, croyance, voile, ça aussi, c'est une réponse très, très, très directe. Nida Younis nous écrit un poème dans sa salle de bain. Voilà. Elle commence à nous décrire quel rapport elle a avec son corps dans sa salle de bain. Et ça, par exemple. Et donc, ça, c'est une deuxième. Une troisième révolution pour nous, c'est la modernité. Moi, je me suis rappelé à ce stade la phrase de Rimbaud. Il faut être absolument moderne. Ce n'est pas qu'il faut être moderne, il faut être absolument moderne. Cet absolument, pour moi, ces femmes ont, en quelque sorte, traduit. Pourquoi? Parce que la modernité n'est pas idéologique. La modernité n'est pas pensée, n'est pas des idées, parce que les idées, on peut s'en passer. On peut aussi se mettre en contradiction. Bon, mais la vraie modernité, c'est corporel, c'est par la forme, donc par le corps. Donc ces femmes ont dit notre modernité, c'est tangible, c'est notre touche, c'est nos regards, c'est notre nudité. Et vous pensez ça, c'est énorme. Aujourd'hui, je peux vous le confirmer, que l'avant-garde poétique dans le monde arabe est menée par des femmes. Et tu évoques, dans ton introduction, tu évoques aussi une lignée néanmoins de femmes poétesses, et en particulier tu évoques une figure, selon toi, un peu tutélaire de cette poésie, qui est Nazik al-Malika, cette poétesse irakienne, donc née en 1922 à Bagdad, dans une famille lettrée, qui, dis-tu, a introduit le vers libre dans la poésie arabe moderne et dans la suite de laquelle s'inscrivent ces poétesses explicitement. C'est vrai, c'est Nazik al-Malika, mais Nazik al-Malika quand même a vécu au siècle dernier. C'est pas de ce type de modernité, mais elle a été parmi les premiers poètes arabes qui a cassé le vers classique en 12e stiche pour écrire le vers libre. C'était aussi, disons-le, un début de modernité, de changement, mais reste pour moi secondaire par rapport à ce qu'elles font ces femmes aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu identifies, c'est très clair à la lecture bien sûr, et on va très vite entendre des poèmes, mais qu'est-ce que tu identifies comme modernité formelle dans les poèmes que tu as publiés, là, que tu as rassemblés? La modernité formelle, pour moi, c'est d'abord tout ce qui est sur l'ancien lexique, ces imageries, métaphores et pas autres. Tout ça, la poésie arabe est remplie. La langue arabe, c'est une langue de métaphores. C'est une langue qui se prête très métaphorique, beaucoup d'adjectifs, beaucoup d'insinuations, de symboles. Tout ça, c'est vraiment elle invente autre langage, simple, cru, parfois très cru et nu. Et tu as deux épigraphes, tu as mis deux citations en exergue de Mon corps, mon poème, qui sont des textes qui remontent à des époques bien plus anciennes. Ouais. Je peux lire le premier, par exemple, qui est d'une poétesse, fille du calife de Cordoue,
qui dit, donc Walda Hint al-Mustafi, qui dit « Par Dieu, je suis digne des plus hauts sommets, je marche fièrement, avec superbe et majesté, j'offre ma joue à celui qui m'aime et donne mon baiser à qui le désire. » Donc tu as choisi de mettre cette phrase en exergue. Oui, donc... oui, j'ai voulu juste un peu rappeler ces deux poétesses déjà il y a 10 siècles. Cette poétesse andalouse, Walada bint al-Mustakfi, elle est fille de père des croyants, prince des croyants, le calife. Elle nous dit qu'elle donne son baiser à celui qu'il désire. Vous vous rendez compte? Ça, à cette époque, il y a 10 siècles à Cordoue. Mais il y a une autre bédouine, je ne sais pas si tu peux nous lire ce qu'elle dit. Elle aborde cette question de façon très différente, mais de la même époque à Bagdad. J'ai voulu mettre ça en exergue pour qu'on voit une belle traduction. Si tu peux lire ce qu'elle dit, la bédouine, c'est très, très, très intéressant. Quelle faute a donc commise cette bédouine foudroyée par la séparation qu'elle n'aurait jamais imaginée? Lorsque lui reviennent en mémoire l'eau fraîche d'Al-Hadi, la douceur de sa terre à la fin de la nuit, elle se languit. Elle pousse un soupir au crépuscule, un autre à l'aube, et si ce n'étaient ces soupirs, elle aurait perdu la raison. Vous voyez, sans ces doux soupirs, elle aurait devenu folle. Ça, dire ça, bien sûr, il y a 10 siècles à Bagdad, vous voyez la différence entre les deux classes. C'est une vraie bédouine qui parle d'une rencontre amoureuse au bord d'un fleuve, et il faut qu'elle se rappelle, il faut qu'elle soupire. Et l'autre qui prend la force, le courage d'aller embrasser tous ceux qui le désirent. Eh bien, j'ai mis ça pour dire que ces femmes aujourd'hui sont les petites filles de ces deux grandes poétesses. Merci beaucoup, Choki. Merci. Merci à toi. Merci à la revue Poésie qui a rendu ça. Bonsoir, bonjour. On va maintenant accueillir Afia Al-Asadi, qui est une poétesse irakienne et qui va nous rejoindre par Zoom depuis Bordeaux. Les traductions donc, sont signées de Mohamed Kassimi et elles vont être lues par Claire Polian. Alors, une seconde, Afia. Voilà. Vous êtes à l'écran et nous vous voyons et peut-être nous vous entendons aussi. Massa al-khair. Bonjour. Je vais parler en arabe d'abord parce que c'est ma première langue. Massa al-khair. شكرا على هذه الدعوة الكريمة اللي أتشرف بها وأتمنى يا رب تقضون وقت ممتع باللي راح تسمعونه. Je suis très honorée avec cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Surtout avec ce titre-là qui, comme une femme et comme un poète, un titre qui me touche énormément. C'est un titre très important dans un monde qui nous juge avec par rapport à ce qu'on écrit, ce qu'on dit, avec notre façon de payer, notre façon de parler. Voilà. Alors, je suis très honorée avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est nous qui sommes honorés. Alors, on vous écoute quand vous le voulez. Ok, mon premier poème, ça sera مدقة الأيام. أنا امرأة عراقية. هذا يعني أنني أكبر بالجمر لا بالعمر. أنني أؤمن بالدمعة في الشمعة. بالتنهيدة في التهويدة. بالسكر الذي لا يذوب في الشاي وبالشاي المغلي في الصيف. بحلاوة العمر القصير للفرح. بالترقب المر الذي يسمم الأيام وبالساعة البيضاء والسوداء. أنا امرأة عراقية.
لذلك أنا مدربة على منح الحب وحجب الثقة، على ري الشوك لأجل عيون الورد. أمنح قلبي من أجل تفصيلة تلقائية آسرة، لكنني لا أعطي منه نبضة إذا هزه الشك. أمنح حياتي هدية للحقيقة، لعاشق باذل روحه، لموقف إنساني عابر، لكنني لا أمنح منها يوما لحقيقة مشوبة، لرجل بكبرياء فارغ، لموقف إنساني أمام الكاميرا. أنا امرأة عراقية، هذا يعني أنني أصدق المعجزات الإنسانية، أؤمن بوجود وجهين للنفس البشرية، تؤمن بي الرؤى والأحلام وأؤمن بها. أرى القادم على راحة يدي، حيث ترى نساء العالم الإصدار الجديد من حقيبة شانيل، وأغلق حقيبة الماضي كل مساء لأمنح طفلا غريبا قطعة حلوى من جيبي، أمنحه دون أن يراني والداه في البلاد الغريبة. أترك أثر السعادة على شفتيه وأصابعه الصغيرة، وأرمم ذاكرته بامرأة عراقية سمراء مثل شمس البصرة، ببؤبؤي عنب أسود في عينيها وليل طويل على رأسها. أرمم ذاكرته بعطر الجدران المبللة بالمطر، أخبره أن هذه الحلوى من بغداد، وأن هذه الشمس من بغداد، أن العالم الذي يدور حوله من بغداد، أن هذه المرأة من بغداد، أن المرارة في عينيها والابتسامة في حديثها من بغداد، أن الحزن الذي يثير فضوله، الحزن المقيم الذي يسكن وجهه، هو الآخر من بغداد. شكرا. Merci beaucoup. Bonjour, donc je vais lire la traduction de ce poème. Le pilon des jours. Je suis une femme irakienne. Cela signifie que je grandis avec les braises, non avec les années. Que je crois à la larme dans la bougie, au soupir dans la berceuse, aux sucres qui ne font pas dans le thé et au thé bouillant en été. À la douce brièveté des moments de joie, à l'attente amère qui empoisonne les jours et à l'heure blanche et noire. Je suis une femme irakienne. C'est pourquoi je suis entraînée à offrir l'amour avec méfiance, à arroser les épines pour les beaux yeux des roses. Je cède mon cœur pour un instant de grâce spontanée, mais je n'en cède pas une seule pulsation si le moindre doute le secoue. Je donne ma vie en cadeau à la vérité, pour un amant prêt à se sacrifier, pour un élan d'humanité soudain, mais je n'en donne jamais à une vérité corrompue, à un homme à l'orgueil creux, pour un geste généreux devant la caméra. Je suis une femme irakienne. Cela signifie que je crois au miracle humain, que je crois aux deux visages de l'âme humaine. Les visions et les rêves croient en moi, et moi, je crois en eux. Je lis l'avenir dans la paume de ma main, quand les femmes du monde scrutent la dernière collection des sacs Chanel. Je ferme chaque soir la valise du passé pour offrir à un enfant étranger un bonbon de ma poche. Je lui donne, à l'insu de ses parents, dans ce pays lointain, je dépose sur ses lèvres et ses petits doigts une trace de bonheur, et je restaure sa mémoire avec l'image d'une femme irakienne, brune comme le soleil de Bassora, avec des pupilles couleur de raisin noir, une longue nuit sur ses cheveux. Je restaure sa mémoire avec le parfum des murs mouillés par la pluie. Je lui dis que le bonbon vient de Bagdad, que le soleil vient de Bagdad, que ce monde qui tourne autour de lui vient de Bagdad, que cette femme vient de Bagdad, que l'amertume dans ses yeux et le sourire dans sa voix sont de Bagdad,
que la tristesse qui éveille sa curiosité, cette tristesse qui habite son visage, elle aussi vient de Bagdad. Merci beaucoup pour cette traduction. C'était très jolie traduction, très jolie lecture aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voudriez qu'on passe à la deuxième poème. Oui, absolument. برسم البيع. من يشتري هذا الحطب؟ جسد شقي لا ترى العلات فيه. ساومته الشمس والأيام والليل النقي وما استجاب. قد تصنعون مقابضا من ساعديه وبطوله قد تصنعون أريكة أو مئزرا يؤوي إن انهمر السحاب. وتخيلوا جسدا ويصنع منه باب. وعليكم أن تحطبوه ببسمة أو قبلة في يوم برد. وتذكروا صلب ويغفو فيه ورد. هو أمة في شكل فرد فإذا تبسم ينكسر. من يشتري هذا الحطب؟ جسد نحيل لا يخاف النار والفئران لا يخشى عليه من الصداع. جسد يحاكيه الجحيم ويرتجيه بأن يشاركه المتاع. جسد كريم لا يرد شرارة. أفتشترون وكل قامته ذراع. جسد يلاعب حربه ويشب قدر المستطاع. من يشتري هذا الحطب؟ للتو قابلت الهواة تحيروا. ظنوا بأن البيع مضمون بأرض من ذهب لكنه جسد حطب. أغلى من الصخر المرصع بالرخام. أغلى من الغابات أجمعها ومن صوت الصموت. أغلى من النظر الخفوت. جسد نحيت أغلى فقد كان الأنام. والآن في يا ليت منه يدق قلب من ضرام. ولأن فيه يدق هذا صدهم رحل الهواة. ما اختارهم واختار أن يذوي بكفي الحياة. جسدا لكف من صدوق. يا من أريد أتشتري هذا الحطب؟ أحلاه في حب دفيق. جسد تربى للحريم. Merci. Merci. Acte de vente. Qui veut acheter ce bois? Un corps misérable, dissimulant ses défauts, que le soleil, les jours et la nuit claire ont tenté d'acquérir. Mais il n'a jamais cédé. On pourrait en faire des manches avec ses bras, ou un banc à sa mesure, ou un pagne pour se protéger de la pluie. Imaginez. Un corps dont on façonne une porte qu'il faudrait tronçonner avec le sourire, ou effleurer d'un baiser un jour de froid. Souvenez-vous, c'est un bois dur où dort une rose. C'est un peuple entier enfermé dans un seul être. Et s'il sourit, il se brise. Qui veut acheter ce bois? Quand le soleil rougit à l'heure du crépuscule, ce corps a grandi dans les cheminées, un corps envahi par d'étranges calamités intruses qui s'abattent sur lui, tandis qu'en lui, les créatures trouvent le repos. Qui veut acheter ce bois? Un corps chétif qui ne craint ni le feu, ni les rats, qui ne redoute aucun mal de tête. Un corps que l'enfer jalouse et supplie de partager ses peines. Un corps généreux qui ne refuse jamais une étincelle. L'achèteriez-vous donc, alors qu'il tient tout entier dans une coudée? Un corps qui joue avec sa propre guerre et s'embrase autant qu'il le peut. Qui veut acheter ce bois? Un corps brisé, mais qui a enseigné aux amants l'art des courbes. L'enfer s'appuie sur lui quand il lutte contre la chair. Un corps façonné par les hérésies, pour une danse extatique pris depuis la nuit des temps entre les lois du sacré et du profane. Un corps compagnon de l'ivresse,
Qui veut acheter ce bois ? Je viens de rencontrer les acheteurs, troublés. Ils croyaient la vente assurée sur une terre d'or. Mais ce n'est qu'un corps de bois, plus précieux que la roche incrustée de marbre, plus précieux que toutes les forêts rassemblées, plus précieux que la voix du silence, plus précieux qu'un regard éteint. Un corps sculpté, plus précieux encore, car il fut l'humanité. En lui bat un cœur de braise, un cœur vibrant d'une ardeur intense, et parce que ce cœur continue de battre, il a repoussé les acheteurs, il ne s'est jamais reposé, il ne les a pas choisis, il a préféré se faner dans les mains de la vie, un corps destiné à des mains franches. Toi, que je désire, veux-tu acheter ce bois ? Si doux dans l'amour débordant, un corps façonné pour le feu. Merci beaucoup Claire et merci beaucoup chère Apia pour cette présence. Merci à vous, merci à votre écoute, votre présence. Au revoir, à bientôt. Vous pouvez rester si vous voulez écouter le reste de la séance. Hein. Je vais laisser le Zoom. Merci. Oui, merci infiniment. Et on a entendu aussi les très belles traductions de Mohamed Kassimi avec lequel on va s'entretenir maintenant. Donc, Mohamed Kassimi a régulièrement, comme je le disais, traduit pour la revue Poésie, et en particulier les poétesses palestiniennes du numéro 189. Il est écrivain, il est l'auteur de très nombreux textes, romans. Je citerai Le Mouchoir de 1987, mais aussi essais, pièces de théâtre, et un texte très extraordinaire paru en 2018 qui s'intitule « Jour tranquille à Jérusalem » et où il raconte l'accompagnement qu'il a fait du metteur en scène Adel Hakim au Théâtre national palestinien à Jérusalem. Et voilà, il y a d'ailleurs une version théâtrale de ces chroniques qui a été mise en scène en 2019 par Jean-Claude Fall. Mais tu es aussi dramaturge. Voilà, tu as monté beaucoup de pièces de théâtre également, donc voilà, une activité extrêmement diverse. D'ailleurs, ce serait ma première question, quelle place occupe la traduction dans cette activité ? Est-ce que c'est des moments de recentrement, d'ouverture à l'autre ? Comment tu vis l'activité de traduction par rapport à toutes ces écritures que tu pratiques ? Bonsoir, merci d'être si nombreux parmi nous. Oui, avant de je rajouterai un autre titre à ceux que tu viens d'évoquer, auquel je tiens beaucoup, c'est Palestine en éclats. C'est la première anthologie de la poésie féminine palestinienne que nous avons publiée grâce à l'aide de l'ami Chaouri, chez notre éditeur bien-aimé Almanar, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc voilà. Mais je pense que la traduction, j'ai démarré il y a bientôt 40 ans avec des textes de Chaouri Abdelhamid, c'était Paroles du Karmat, et c'est vraiment une école d'apprentissage de la langue. C'est-à-dire, pour bien écrire, il faut traduire et voir le passage d'une langue à une autre et de faire ce saut perpétuel de notre langue maternelle à l'autre langue d'accueil, ce qui permet en effet d'affiner et de voir, c'est une sorte de dissection, de voir la langue de l'intérieur. C'est ça le travail du traducteur. Quand on écrit, on est toujours dans un rapport extérieur à la langue, alors que la traduction nous fait rentrer dans les entrailles de la langue. Et là, c'est vraiment ce travail-là auquel je tiens beaucoup et vers lequel je reviens souvent entre le roman ou les essais ou la poésie, et de revenir à chaque fois vers la traduction. Alors dans ce numéro, tu ne te contentes pas de traduire tous ces poèmes, hein, ceux qu'on vient d'entendre et d'autres que nous allons entendre dans un instant, et c'est plus de 100 pages de traduction de poèmes. Tu présentes aussi chaque poétesse. Et puis, tu es l'auteur aussi d'un texte que tu as intitulé « Le corps interdit », qui est une sorte de texte que tu as écrit dans l'après-coup de la traduction. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur cette notion de corps interdit, cet interdit du corps qui, dis-tu, est inscrit dans la tradition islamique, mais pas que. Pas que, oui. J'ai voulu, dans cet épilogue, résumer un peu ou retracer la généalogie
de l'effacement ou de la haine de la femme, il faut être plus catégorique, qui existe dans l'islam et qui existe dans les 3 monothéismes. D'ailleurs, ce n'est pas particulier à l'islam. Dieu a été créé par les hommes pour haïr les femmes en toute quiétude. Donc, on le retrouve aussi bien dans le judaïsme, dans le christianisme et l'islam. Et pour vous donner une idée, c'est de démarrer, le texte s'ouvre par ces 3 citations qui résument à elles seules tout le propos. Le Coran, vos femmes sont votre champ de labour, labourez-les comme il vous plaira. Un hadith du prophète, je n'ai laissé après moi aucune calamité plus dangereuse pour les hommes que celle des femmes. Enfin, l'imam Ali, la femme est l'incarnation même du mal, et ce qui est pire encore, c'est que ce mal nous est indispensable. Et ces trois citations résument un peu cet esprit d'infériorisation de la femme, comme je le disais, qu'on retrouve dans les 3 monothéismes, et surtout la mise à l'écart de toutes les poétesses qu'on retrouve aussi dans la tradition française avec les femmes artistes ou les femmes romancières ou poétesses, et qui traversent l'histoire du monde arabe depuis la naissance de l'islam. Alors qu'on voit que dans la poésie anté-islamique, Shawqi l'a souligné, il y avait une très grande liberté pour les femmes poétesses et qui étaient porte-parole de la tribu, qui avaient une grande liberté de ton. Et l'islam va arriver pour verrouiller cette prise de parole des femmes. Et chose remarquable, l'une des premières personnes dont il nous reste la trace qui va s'opposer à la révélation prophétique et poétique du prophète, c'est Asma bint Marwan, à qui il nous reste quelques petits fragments de son poème, très très virulent contre le prophète. Après, nous avons la tradition, le moment omeyyade dont il reste peu de choses, et puis abbasside et andalou que nous venons d'évoquer, jusqu'au XXe siècle. Mais ce qui était intéressant dans cette anthologie aujourd'hui, c'est qu'en faisant ce travail et en étant conscient de ce monde arabe qui, après le printemps, vit un hiver glacial, avec des pays qui se sont transformés en chapelet de dictature de Bagdad jusqu'à Rabat, complètement livrés au fondamentalisme, de retrouver ces voies souterraines qui racontent autre chose que l'adoration de Dieu, autre chose que la prière, autre chose que la prosternation, et qui disent une profonde révolte singulière et individuelle. Nous ne sommes plus dans la révolte de masse, nous ne sommes plus dans le grand soir, mais c'est des paroles souterraines qui font vibrer la société arabe aujourd'hui. Et Kateb Yassine disait une phrase extraordinaire, la femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Et cette anthologie est une sorte de charge de dynamite qui nous fait vraiment révéler un autre monde arabe. Je me rappelle, j'ai eu de longs dialogues avec les poétesses pendant la traduction, et l'une d'elles, c'est Mouna Wafir, c'est une jeune Marocaine qui fait exploser tous les cadres de la poésie en passant d'Instagram à Facebook, de l'anglais au français à l'arabe, avec une révolte contre la culture religieuse. Et à un moment donné, j'écrivais dans sa préface, Mouna Wafir s'insurge contre le Coran, contre Dieu et ses hommes. Et elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Kassimi, je vous en prie, je le pense vraiment, je le pense tous les jours, mais si vous l'écrivez, je suis fini. Ne le dites pas parce que je le pense. Et j'ai été obligé, en fait, de supprimer cette phrase pour Mouna, mais dans la poésie, il garde toute son intensité et toute sa révolte et toute sa force. Juste pour un petit commentaire, parce que Mohamed Qassimi parlait donc de ces quelques citations concernant la femme dans l'islam, pour vous donner une idée de comment la vie de la femme avant l'islam. Juste pour vous dire qu'il y a
il y avait 2 types de mariages qui sont disparus. On appelait ça du mariage. Le premier, c'est ce qu'appelle le mariage de Bav, c'est un mot arabe, qui veut dire que lorsqu'une femme mariée désire un homme, un autre, il faut qu'elle aille demander l'autorisation à son époux pour lui dire que je veux Bava'a, ça veut dire me marier avec celui, faire un enfant avec celui-là, et le mari doit accepter. Et la femme, par tradition tribale, elle doit accepter le mari, et la femme va chez l'autre, elle ne revient qu'une fois les règles sont arrêtées, c'est-à-dire enceinte. Il pense à cette époque qu'une femme, quand elle désire un homme, donc l'enfant sera un prodige. Donc c'est pour protéger et pour évaluer le niveau de la société à cette époque. Un deuxième, c'est ce qu'on appelle le mariage de rahat, c'est-à-dire l'autorisation exactement à l'envers comme de l'islam. La femme a le droit de se marier avec 3 ou 4 hommes à la fois, en même temps. Voilà pour voir ce qui s'est passé avant l'islam et après l'islam. Oui, j'avais une autre question. Est-ce que c'est une responsabilité particulière de traduire des femmes ? Est-ce que ça fait une différence pour toi dans ton travail de traducteur, de traduire des femmes ou de traduire des hommes ? Par exemple, le travail que nous avons fait sur les femmes palestiniennes, il y a eu à peu près 30 femmes traduites dans cette anthologie. Je pense que c'est un double travail, c'est-à-dire non seulement nous faisons un travail de traduction, mais un travail de visibilisation. Ce qui est très très important, de mettre en lumière ce qu'on ne veut pas voir ou ce qu'on ne veut pas entendre. Et là, c'est fondamental comme acte. C'est-à-dire, il y a un côté, on n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais un côté militant ou engagé, ou je dirais même une plus-value poétique et littéraire qui qualifie ou qui caractérise la traduction de poétesse aujourd'hui dans ce contexte-là. Et tu insistes beaucoup dans le texte justement intitulé Le corps interdit, tu insistes beaucoup sur la dimension politique de ces poèmes. Chacun de ces poèmes t'apparaît comme une sorte de geste ou d'acte politique. Tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, toutes ces femmes s'inscrivent aujourd'hui de Nida Younis dans la poésie, on en a parlé ici, mais qui s'inscrit complètement en marge ou au-delà, je dirais, de la tradition masculine militante des années 70 et qui ramène la poésie d'une dimension sociale, d'une dimension collective, militante et politique qui l'a fait habiter le corps de la femme. Et le corps de la femme devient l'horizon ultime de la poésie et non pas la femme n'est plus le porte-parole de la tribu comme ça a été le cas dans les années 70 avec Mahmoud Darwish ou avec Samih Al-Qasim ou avec la génération des aînés, mais c'est un acte politique où la femme, il y a une sorte de, je dirais, d'un acte prométhéen où la femme vole le feu du verbe masculin et le met dans son corps aujourd'hui et dans sa langue. Et c'est ce geste prométhéen-là qu'il faut célébrer aujourd'hui. Moi, j'ai une petite question aussi concernant la sélection. Alors, c'est peut-être pour Mohamed et Chokhi, je ne sais pas très bien qui. Sur la sélection des poèmes qui ont été faits pour ce dossier, est-ce que certains étaient déjà publiés et ont été traduits ? Est-ce que certains ont été écrits pour le dossier spécifiquement ? Voilà, comment s'est passée cette sélection ? Et de manière générale, je me suis demandé, je pense qu'il y en a qui étaient déjà publiés, où sont publiés, quels sont les espaces d'expression qui existent actuellement, voilà, où étaient publiés ces textes originellement pour ceux qui l'étaient, ou voilà, comment ça s'est passé à cet endroit-là. Ça, c'est Chokhi qui m'a remis la sélection. À part Mouna Wafir que nous avons rajouté à la suite d'une défection d'une poétesse, il y avait l'anthologie a été faite par l'ami Chokhi dès le départ.
Oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était à l'époque où je dirigeais cette revue, où je recevais beaucoup de textes et j'étais amené également juste à repérer cette tendance féminine dans la poésie qui, j'ai vu plus ou moins les représentatives de les femmes qui représentaient à travers la carte arabe, comme j'ai dit, mais c'est un choix vraiment comme ça, très très personnel, mais comme j'ai dit, puissance 7, ils peuvent être même 20 et au plus, mais ça n'a quand même pas été à l'occasion de préparer un numéro ou quelque chose. L'idée d'un numéro spécial est venue bien après. Moi, c'est pendant mon travail et puis ma relation permanente avec la poésie arabe, et j'ai pu vraiment voir ce phénomène prendre de l'ampleur. Et je dois dire que vite, je l'ai saisi, j'ai commencé à le mettre en valeur dans ma revue. Et ensuite, c'est dans la discussion avec les amis du comité de la revue Poésie, pourquoi pas qu'on fasse un numéro spécial. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées là. Je mentionnais dans mon introduction, je crois que je l'ai lu dans le texte de Mohamed, justement, certains de ces textes sont censurés, interdits, ce sont des textes qui sont quand même très transgressifs. Comment est-ce qu'ils sont accueillis dans leur pays, dans leur espace de réception ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan ? Est-ce qu'il y a des lectures publiques de ces poèmes ? Ça doit dépendre évidemment des pays, des époques, mais... La poétesse qui a été interdite, c'est Mouna Wafir. Elle a été publiée en Jordanie. Le livre a été saisi pendant le Salon du Livre de Amman et l'éditeur a été traduit en justice. Il faut dire que ces poèmes sont d'une subversion assez rare. Je ne sais pas, Chouki pourra en parler mieux que moi, quelle est la place aujourd'hui et la réception de ces poèmes et quels sont les chiffres de tirage, quelle est la liberté. Je sais par exemple pour la Palestine, il y a des choses, ou même le Liban, qu'on pouvait faire il y a une quinzaine d'années en matière de liberté, en matière de théâtre ou de poésie, qui aujourd'hui deviennent pratiquement impossibles, hein, même au Liban. Voilà. Ben, moi, je peux vous dire qu'elle résiste encore. Pour moi, c'est vraiment, j'ai pris un peu mon courage pour dire et pour faire ça. Aujourd'hui, penser que ce numéro est en français n'existe pas encore en arabe. Parce que peut-être en arabe, je serais maudit ou je serais attaqué ou je ne sais pas sous quelle forme. Mais non, encore, mon cher ami, le monde arabe n'a pas encore connu. C'est vraiment pour moi, c'est une recherche critique aussi que j'essaye. Je peux dire que je suis le premier à mettre ça en évidence et à faire ce numéro. Mais elles continuent. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles continuent cette aventure, je dirais, une aventure dans tous les sens, social, poétique, au point de vue de la religion. Vraiment, ce sont des femmes vraiment héroïnes, je dirais le mot, je l'emploie, vraiment héroïnes aujourd'hui, mais le rideau noir reste encore pour les empêcher de prendre la place. Il y a une poétesse palestinienne que nous avons publiée, par exemple, dans le numéro Poétesse Palestine en éclat, qui a fait un très très beau poème où, un peu comme Gainsbourg, elle s'imagine que Dieu est un fumeur de cigares, mais pour elle, Dieu est un marchand ambulant à Ramallah. Et à la fin, elle dit « Dieu fait semblant d'être vivant alors qu'il est mort depuis des années ». Et elle a reçu des centaines de menaces de mort. Et même, il y a eu des prêches dans les mosquées pour réclamer sa tête. Donc, alors que pour nous, voilà, depuis Nietzsche, c'est quelque chose qu'on peut dire facilement, sans risquer quoi que ce soit. Et là, dans le monde arabe, nous sommes sur des terrains tellement minés, tellement explosifs, surtout sur la question de la religion. Et en plus, c'est une femme qui le dit, c'est une double peine. Donc, un homme peut-être
le dire, mais qu'une femme le dise, là, c'est l'hérésie, c'est la sorcière. Tu nous disais, Choki, que tu allais essayer de diffuser ce numéro dans le monde arabe, voire même de le faire traduire ou de le diffuser d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que tu ne leur fais pas prendre des risques ou... Ben, le risque, oui, il faut. Mais moi, j'ai décidé, donc, ce numéro, c'est qu'il soit paru en arabe. Elle est sous traduction. Donc, le numéro 193 de poésie entamera une série de poésie en arabe. Eh ben, on va commencer par Mon corps, mon poème. Eh bien, ce départ annonce toutes les couleurs. On va entendre maintenant des poèmes lus par Mohamed Kassimi. Violette qui nous avait adressé les quelques mots que je vous ai lus à la fin de mon petit mot introductif, qui aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui. J'ai mélangé un peu mes pages, donc j'essaie d'y mettre de l'ordre. Violette Abou Jalad est une poétesse libanaise. Elle vit aujourd'hui à Jounieh. Comme on l'a dit, elle devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un décès. Non, c'est son père qui est malade et elle ne pouvait pas être des nôtres. Donc, je vais lire ce poème en arabe. قليل من الحب قليل من الحب لأشد قوس الجسد لأرث الله أنا ابنته الوحيدة وأنتم أبناء فكرتي عنكم وحدي على هذه الكواكب أكتب المزامير لأجيال تتوالى في رأسي أؤلف القواميس للباحثين في اللغة النار في مجاز الجمر وتأويلات الحطب سأرث الله أنا المرأة الأخيرة ودعت أسلافي بنظرة متعالية بابتسامة شاحبة غادرت صديقات يمرضن كل يوم ويمتن كل فجأة أنا المرأة الأخيرة سرقني قرصان سقط سهوا من نص سابق راح يشد شراع القلب بكثير من الحب وراح يشد قوس الجسد طمعا بسماء سابعة أنا وريثة الله وابنته الوحيدة اللغة امرأة حارقة اللغة امرأة حارقة تلاحق المسافر وحده تترك على أبواب المطارات رسائلها على المقاعد تجلس كياء الغياب في منتصف الوقت الغيم يلمع كبكاء مؤجل لشتاء غريب كغناء صوفي بعد منتصف الليل أول الجسد وآخر الحريق اللغة امرأة تلقي بنفسها كلما مر قطار راحل وكلما عاد تبعث من جديد اللغة وحدها والمسافر وحده نحن نكتب كي نلتقي كأننا كنا في منام الكلام أحلاما وحين تحققنا احترقنا.
Donc là, on va lire des poétesses en arabe ou en français, mais sans lire le texte et la traduction. On va mélanger les langues et les poétesses et les poèmes. Et donc maintenant, Camille et moi, on va vous faire entendre 2 poèmes donc, de Mouna Rafik, dont on a beaucoup parlé déjà ensemble. Cette poétesse, voilà, qui vous allez l'entendre, est très transgressive et dont les recueils ont été saisis donc en Jordanie, on l'évoquait à l'instant. Et donc je vais commencer par la lecture d'un de ses poèmes qui s'intitule « L'amour n'aime pas la cigarette ». Tout le monde se plaint dans la rue, à la télévision, dans les toilettes publiques, dans les journaux d'opposition, dans les stations-service et les crèmeries. Tout le monde est dans l'attente. Dans l'attente de la chanson qui les fera danser. Dans l'attente d'une augmentation de salaire, de l'arrêt du tramway à la station, des vacances d'été, des soldes sur les chaussures, d'un fer à repasser qui lisse les poitrines et en efface les rides, du retour des dinosaures à la vie, de la promenade avec les petits insectes sous la peau. La journée est longue et les gens sont très drôles. Je ne multiplie pas mes lieux, même quand je suis seule. Je passe, j'invente l'oubli. Je désire et je renie comme il convient à un être invisible le désir, comme le froid et je joue l'idiote. Le bon visage du pragmatisme est utile. Je me suis débarrassée de mon amour-propre. Je me suis habituée à une forme misérable de la force. J'ai encore la possibilité d'être moins triste. Je fréquente chaque jour le même café, à la même heure, au même endroit, sur la même chaise et pendant la même durée. Je tire sur une cigarette après l'autre. Une fumeuse très méthodique. Surtout quand je n'ai pas d'attache sentimentale. L'amour déteste les cigarettes, apparemment. L'amour déteste la fumée. Une cigarette entre mes doigts, une autre qui repose sur mon oreille, une troisième allumée dans le cendrier. J'en allume 4, 2 pour boucher mes oreilles et les 2 autres pour mes narines. Je fabrique avec la fumée des cigarettes une boule parfumée à la vanille. Je flotte à l'intérieur, au-dessus de tous les lieux. À travers son voile de fumée, j'observe les événements sans m'attacher aux héros. Je me moque de ceux qui sont occupés par leurs choses et leur futilité, de ceux qui peuvent jouir d'eux-mêmes, des chiens d'Allah, éternels dans une vie éphémère. Je renverse la tasse de café en lui tendant une cigarette que j'allume avec la mienne, sous le regard des clients qui excellent en médiocrité. J'ai honte de lever les yeux vers le serveur. Je saisis la main noirâtre de Mohamed comme celle des vendeurs de cigarettes de contrebande. Je coupe ses longs doigts, je les fume et les éteins dans la paume de la putain qui a partagé avec lui le tagine de petits pois aux artichauts et à la viande. La garce a obtenu de lui ce qu'elle désirait, une cigarette après un repas savoureux et copieux. Et une autre mouillée de son eau après une étreinte par derrière. Je lui demande de peler pour moi une mandarine sans pépins pour lui pardonner. Je lui pardonne. Il hume l'odeur du tabac sur mes doigts, mes cheveux et mes oreilles qu'il mord malicieusement. Ah oui, vous avez raison. Le monde est injuste. Et nous méritions une vie pleine, au bord de la mer, Mohamed. Nos âmes endormies sur une balançoire, apaisées parce qu'elles n'ont pas obtenu. Le briquet, Mohamed. Où est le briquet ? Mohamed Zouita, tueur en série, s'est suicidé il y a 21 ans. Celui-ci s'appelle « Fille de putain ». Je me lave les dents avec un dentifrice et un chewing-gum fait de morve. Mon sourire est à part. Je savoure le pain cuit sur un feu alimenté par ma merde, parfois par de la bouse de vache. Au diable les scrupules. J'adore lécher la sueur de mes aisselles. Ça a exactement le goût du coleslaw. Tu peux imaginer ? Un hoquet innommable, un hoquet qu'on peut nommer. J'assaisonne des boulettes de viande
avec du sperme tiède. Tu veux que je te décrive la tendreté des couilles après cuisson? Les slips d'hommes volent très haut. Les caillots qui tombent pendant mes règles, je les renifle avant de les émietter et de les ranger sur le bord de l'évier de la cuisine. À côté, les marécages ne sont que de vieilles souffleries. Je plonge mes manches dans la sauce, presse à fond les caillots dans l'assiette, puis les suce. C'est ma recette pour conserver les larmes. Je raffole de l'odeur du vomi. Elle me pénètre comme aucune autre. Les émotions doivent être enveloppées de fils gluants, ni plus ni moins. Je collectionne une variété de seins amputés destinés à la reconstruction. Je choisis un sein en forme de tube, je creuse son bout, je fais fondre les mamelons des autres dans l'acide et les verse à l'intérieur du tube. Après tout, les soutiens-gorge ne sont jamais à la bonne taille. Je te dégoûte? Génial. Au moins, voilà un texte qui ne te fera pas saliver. Oh, je sais ce que tu penses. Mais ma mère n'était pas une pute. Et maintenant, on va lire 2 textes de Nida Younis, qui, elle aussi, espérait être avec nous aujourd'hui. Et donc, un texte lu en arabe par Chouki et un texte lu en français par Camille. Nida Younis. تحت جلدي كل ما يحدث في الحرب الخوف والجوع النوم الصامت والهرب تحت جلدي كل ما يحدث في الحرب النظر بحنين إلى الخلف أعمدة الإنارة والشروخ الشاعر الذي مثل الشارع لم يعد يعرف من أي جهات يأتيه الزحام الفراغ الرمل الموت الألم والكلمات تلك الكلمات الأقنعة تحت جلدي كل ما يحدث في الحرب الأشجار التي احترقت البنت التي بالكاد نجت والدفاتر التي في موقد الحطب تحت جلدي كل ما يحدث في الحرب الفزع في الليل صراخ لا أعرف مصدره غابات شحبت وقبور على شكل ندب تحت جلدي كل ما يحدث في الحرب الخسارات آملين تجاوزها موت كثير باختلاف السبب مرآة أرى فيها ما لم أعد أرى وجه الله والسماء وأنت. Et un petit extrait d'un texte plus long, un poème qui s'appelle Paradoxe. 2 êtres sauvages frottent leur désir avec des mots. Nous n'étions qu'un oiseau, voyant sa voix dans l'eau. Un trouble comme la première pluie, comme les pas brisés par l'expérience, comme une erreur découverte dans le tableau de la joueuse de oud, comme l'anxiété, comme les déceptions, comme les vœux réparés avec de la colle et du ruban adhésif, comme l'imagination atteinte d'anémie, comme lorsque j'entre par erreur dans une maison, quand je te désire. Je ne veux pas cesser d'écrire, ni éteindre mon âme dans le cendrier du monde. Mais ma main me trahit, mon corps me trahit, mon sommeil me trahit, et je suis sur le point. Je suis l'eau qui cherche une rive. La définition des mouettes m'échappe, puis la définition du sable m'échappe, et je n'ai pas trouvé de description adéquate pour la noyade. Mohamed, tu veux lire encore une poétesse?
un poème? Il y a un texte de Mouna aussi. Oui. كنت المغربية التي ابتلعت البحر الميت وخرجت تكركر تنبيه شهوة حاد أحتاج إلى لسانك ليشرحه قبلة صحية جوعتني بها في مطبخ مشتت التفكير أخرى نزلت بها في المصعد عن مزاجنا السيء غيرها جلبت لك حظا جيدا في الطريق السياري الرادارات تتعطل مثلي أمام القبل قبلة بوتوكسية نفخت شفتي بدون جراحة قبلة ثورية أشعلت النار خلية خلية قبلة جامحة لا حياة بعد هذه الحياة لست تصدق رجال الدين يا حبيبتي قبلة تشكيلية أعادت رسم شفاهي بالحبر الصيني قبلة صائبة تنكرت للقبلات الخاطئة مقدمة موفقة لتكرارها قبلة بريئة لا يدا لها في ميراث الغاضب قبلة خجولة لوحش أضاع أسنانه فيما يحب قبلة ثابتة وضعت أحمر شفاه المطاع على شفاهك قبلة لا تزول بالأكل والشرب قبلة مصاصة شفطت دمائي ولعابي. Alors c'est un très long poème, j'ai lu que des extraits sur le baiser sauvage, le baiser langoureux, le baiser botoxé, et elle fait toute une énumération comme ça, il y a un très très beau texte de Flaubert sur les seins où il décrit toute forme de seins sur à peu près 5 pages, je crois à Maxime Ducamp, et là c'est une description du baiser avec le langage qui la caractérise. Je ne sais pas si je l'ai traduit d'ailleurs, ce poème sur le baiser. Si, voilà. Je l'ai évoqué dans l'introduction, voilà. Ouais, c'est un poème incroyable. Ouais. C'est celui qui ouvre le numéro d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup pour ces lectures. Donc, Claude souhaitait aussi que l'on entende quelques poèmes donc, de la personne grâce à laquelle nous avons réuni ces poétesses et pu proposer cette anthologie. Donc, Chokhi Abdelhamir. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi pour la première fois qu'il a été pour la première fois traduit en français par Mohamed Kassimi, donc il y a de très nombreuses années. Et donc, peut-être, Claude, si tu voulais présenter rapidement aussi ces poèmes, ce que tu proposes de lire. Écoute, là, je suis... Faut vraiment que je me mette là. Prends le micro. Je peux rester là, non? Oui. Non, je ne me sens pas capable là tout de suite, à l'instant, de présenter ces poèmes. On a décidé à l'instant que je lirais ces poèmes-là. Je ne veux pas dire des choses que... Bon, je suis très, je le dis à Chokhi, je suis lecteur vraiment de sa poésie et j'espère que j'arriverai d'ailleurs à en parler par écrit. Mais pour l'instant, je ne veux pas improviser quelques platitudes. Je vais lire simplement. Tu m'as dit, Chokhi, que Paroles du Karmat, ce serait bien de les... je vais les lire toutes. Hein, si on a le temps. Si on a le temps et si je ne lis pas trop mal. Bon, on y va. Donc, Paroles du Karmat. Le Karmat m'a dit... J'ai porté mes frontières sur une pauvre monture, ma terre et morsure m'appelaient caravane scellée à mes sables. Je m'en suis allé vers Hadj pour qu'elle soit vérité ou assume mon deuil. Colline gorgée de tribus et de conquêtes, moi qui suis à la croisée des lointains, la sainteté ronge mon linceul. Blancheur que j'étends entre les rêves douloureux d'avant le départ et la tombe vide de mon hennissement. Le Karmat m'a dit
Pourriture les piliers tremblants de la sagesse. Lockman a dit, et je fus pour lui le fer qui tranche entre le sable et moi. Entre le sable et moi étaient des liens de jujubiers, de palmiers et de bédouins. Je les déployais en nébuleuses de paroles, en radieuse nudité, n'ayant que mon soleil pour parure. Je suis l'aride colonne des mosquées. Dans les casernes vieillissent les bédouins et le désert demeure vaste tunnel entre Allah et le cadavre arabe. Et le désert demeure voile de prophétie pour une nuit de noces vierges dont témoigne la blessure. Et le désert demeure révélation refusée à un Dieu qui est voix naissant des lèvres, proie tombée entre les griffes des tribus. Je continue. Oui. Oui, oui, mais avant de lire un texte, un passage en arabe de mémoire, juste pour vous dire qu'il y a Karmat, comme ça, le Karmat, c'est une révolution extraordinaire au Xe siècle. C'est contre le calife, contre l'islam traditionnel, et ils étaient vraiment les vrais révolutionnaires. Ils ont aboli la famille, ils ont élu leur dirigeant au suffrage universel, ils ont quand même vécu 200 ans. En fait, c'était la révolte la plus extraordinaire de l'histoire de l'islam, camouflée, cachée, personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai voulu sortir ce maître Karmat pour le dire, maître Karmat, aujourd'hui, moi je vous crois. C'était un poème que j'avais en quelque sorte écrit comme je pressentais cette marée noire de Daesh et compagnie, ça a été pour moi une vraie révélation de dire que moi j'appartiens à cette révolution, mais pas à la forme qu'on connaît aujourd'hui de l'islam, etc. Moi, je vais lire de mémoire un passage. قال للقرمطي على صهوة ضامرة حملت حدودي بلاد انقضاض وجرحي قوافل ما غادرت رملتي قصدت إلى هجر أن تكوني الحق أو ترتدي مأتمي حزنا متخما بالقبائل والغزو كل الأقاصي تقصدني والقداسات تقرض كفني بين حلم أكابد قبل الرحيل وقبر بلا جثة في الصهيل السواد ذراعي أقطعها وأقول وداعا لفرسان هذا الهزيع الأخير فلن ينحني الرمح فوق الفريسة إذ تتناسل في الطعنات أنا الحجر الأسود المتخثر أنا الفرس المتوارث بين القبائل أسهل خلف المدائن عند نساء سمرقند الجنان التي عانق البدو عارية والجزيرة عاقرة لم يعد غير وجهي بيرقا أسود وقافلة وأبابيل تدفع عن مكة نقمة العاهل البدوي. C'est tout de même autre chose d'entendre Chokhi lire. Ouais, puis je voudrais souligner que c'est une performance absolument extraordinaire parce que Chokhi ne savait pas quel poème avait choisi Claude. Il a retrouvé dans sa tête, il a noté sur une feuille 2-3 petits aides-mémoire. Encore bonne. Et voilà, tout est ressorti comme ça. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est pour ça que je vais vous donner un petit peu la cuisine parce que c'est comme ça que ça s'est fait là, sous nos yeux, sous vos yeux. Je voulais dire un mot sur ce poème. C'est d'autant plus prodigieux que ce poème date de 86 et ça a été mon baptême de l'air. Shawqi me l'avait proposé et on s'était réunis pendant presque une année avec Eugène Guivic et c'était très beau de voir une confrontation entre la poésie épique de Shawqi et la poésie pratiquement minérale d'Eugène Guivic et la confrontation entre les deux
Et Eugène, qui était au début, il disait « Je suis hermétique à toute poésie qui n'est pas la mienne ». Et comment il a réussi petit à petit à ingurgiter, je dirais, cette poésie-là et à la transformer. J'étais là comme un apprenti, je dirais, pour en faire ce premier recueil qui est paru en 1987, si ma mémoire est bonne, aux éditions Arfouillenne. Mais donc on a fini par le convaincre, il a signé. Il a signé. Ben, je veux dire que oui, c'était avec une grande expérience avec le grand Guy Vic. Et Louis Guy Vic, si vous connaissez sa poésie, c'est tellement dépouillé. Moi, je suis dans la mélodie, comme vous avez entendu. Et ça a été vraiment un affrontement. Cassimi témoignait ça entre nous. Et à la fin, il a fini par m'accepter et signer la traduction. Et pour terminer cette belle séance, pour ne pas laisser ces poétesses arabes seules dans le numéro, et dans la volonté aussi d'hospitalité qu'est la revue Poésie, nous l'avons mise en compagnie d'une voix, d'une poétesse féministe nord-américaine que Camille a traduite. Et bon, tu nous dis quelques mots quand même du poème et de la traduction, parce que c'est quand même une expérience particulière de traduction, puisque c'est un poème à contrainte. Tu essayes de nous expliquer brièvement cette contrainte. Donc le poème que je vais vous lire est extrait du recueil Uterotopia, qui a été publié en 2023 chez Percy Books par Rachel Galvin, une poétesse de Chicago. Et il est fait à partir de... Donc il a été écrit au moment où le décret Roe versus Wade, qui garantissait le droit à l'avortement aux États-Unis comme un droit constitutionnel, au moment où ce décret a été annulé. Et en fait, elle a recueilli à ce moment-là des paroles de femmes, de personnes queer, sur aussi justement des questions liées au corps, aux expériences du corps, à l'expérience de la reproduction, de la fertilité. Donc là aussi, en fait, c'est des femmes sujettes de leurs paroles, unies dans une voix qui se fait collective, sorore. Et c'est un poème, donc voilà, polyphonique, et aucune des choses racontées dans ce poème n'est inventée. Donc ça, je voulais vous dire ça. Et la forme, effectivement, c'est un abécédaire tressé, c'est-à-dire que les strophes commencent par... La première strophe commence par A, ensuite la troisième par B, la cinquième par C, etc. Et dans l'autre sens, on a l'alphabet en sens inverse, c'est-à-dire que la deuxième commence par Z, la quatrième par Y, etc. Donc je vous laisse imaginer pour traduire ça. J'ai évidemment dû recomposer beaucoup le poème et voilà, ça donne des choses. C'est un poème qui n'est pas facile à entendre, donc je vous préviens. Voilà, il y a des choses douloureuses et on se retrouve aussi avec une fin et un début qui n'étaient pas forcément exactement la phrase de fin et de début pensée par Rachel. Hein? Non, d'accord. Donc le poème s'appelle « Bon, enfin, personne n'a jamais dit que pondre des gosses, c'était facile. » Abécédaire tressé. A décidé d'avorter une fois, deux, puis a fait une fausse couche. Zygote surestimé, juge l'ami qui n'a pas d'enfant. Bonne nouvelle. Ça fait hyper mal, mais promis, juré, vous ne vous en souviendrez pas après. Il n'y a pas moyen d'adopter, sinon, c'est pas une option, l'adoption, demandent les gens. Césarienne signifie que le médecin est mieux payé et qu'il est entré et sorti en moins d'1 heure. X court un marathon tout en perdant beaucoup de sang. Ça attache son legging. Des radios. C'est comme ça qu'on dit quand on te remplit au jet d'iode pour vérifier tes trompes. WC. C'est là qu'elle évacue l'embryon, à 2 pas de la salle d'opération. Écart salarial. C'est comme ça qu'on dit quand une femme gagne 77 cents pour $1 gagné par un homme. Vaginite sénile. C'est comme ça que les médecins disent quand on est en ménopause.
fait des courses de nourriture, mais pas de tampons ce mois-ci. Est trop fauchée pour ça. Une pratique juste. C'est comme ça qu'on dit quand elle n'a pas sa promotion parce qu'on la soupçonne de vouloir faire un autre enfant. Gériatrique. C'est comme ça qu'on appelle les grossesses des femmes de plus de 35 ans. Tout juste rentrée de l'hôpital avec son nouveau-né, sa femme la quitte. Harassée par les gens qui la prennent pour la nounou, parce qu'elle et son fils n'ont pas la même couleur de peau. Se résout à faire un enfant seul et rencontre son nouveau partenaire à 7 mois de grossesse. Il garde le silence quand les gens l'appellent la mère, alors même qu'il a accouché de leur enfant après sa transition. Recoudre tes lèvres, c'est comme ça qu'on dit alors que tu prétends que ça ne fait pas mal. Jamais eu de désir d'enfant, et maintenant belle-mère de 3. Questionne son choix d'avoir un enfant auprès d'inconnus dans des bars des années durant. Kilo, 7. C'est ce qu'elle prend en une semaine après l'hyperstimulation ovarienne à cause des médicaments pour la FIV. Préserve 6 embryons congelés au cas où, puis tombe enceinte par accident. Je passe quelques lettres. Mère qui l'a fait dormir dans l'étable tant qu'elle a ses règles. Prétend qu'elle est juste ballonnée alors qu'elle est en pleine fausse couche lors d'un entretien d'embauche. Quitte son travail, dépose chaque enfant chez un membre différent de la famille, prend sa voiture et puis s'en va. Rit aux éclats lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte à 50 ans. Hystérosalpingographie plus douloureuse que prévu. Elle retourne au travail juste après l'opération. Tente pendant des années d'avoir un enfant, abandonne, adopte, tombe enceinte. Utérus hostile, c'est comme ça qu'on dit quand ton corps bloque le sperme comme un as. Fait un enfant par don d'ovocytes et sourit chaque fois qu'on lui dit que son fils lui ressemble. Week-end, semaine, mois, année à essayer. Essayez, 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 essayez. Budget de quoi payer 4 FIV, fait 3 fausses couches et un enfant en bonne santé. 0 antidépresseur, juste le temps de tomber enceinte, devient suicidaire. Accouche d'un enfant mort-né, puis fait une fausse couche. Merci. Merci Camille, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Choki, merci à Mohamed, merci à Claude. Merci à Alain, à la technique, merci à la Maison de la Poésie pour son accueil et merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. La séance s'arrête aujourd'hui. Merci aussi à Afia d'avoir été là avec nous par Zoom et à toutes ces poétesses qui nous ont fait le cadeau de ces magnifiques poèmes. À bientôt.